Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire organisé par le pôle lyonnais. On essaye là depuis le début de la crise du Covid de vous offrir des webinaires, du contenu, des conférences qui vous sont proposées par tous les pôles et branches du PMI et auxquelles vous êtes tous conviés, tous nos membres sont conviés. Donc quelques petites infos techniques avant de commencer. Le webinaire est enregistré dans son intégralité avec les questions et les réponses qui seront également où on aura un temps d'échange à la fin du webinaire. Aujourd'hui, on a 214 personnes qui sont connectées sur les 545 qui s'étaient inscrits, mais ça ne cesse d'augmenter, donc je suis sûre qu'on va encore avoir pas mal de monde qui vont nous rejoindre. Et avant de passer la parole à Christophe Portalier, notre conférencier d'aujourd'hui, je tiens à remercier l'équipe de Mind Manager qui est là aujourd'hui et qui est également aux manettes techniques du webinaire avec l'outil GoToWebinar. N'hésitez pas à nous poser des questions par l'onglet questions-réponses de l'outil et on tâchera de répondre à une partie des questions à la fin du webinaire et si pas possible, on transférera bien évidemment les questions à notre conférencier qui y répondra par la suite. Je laisse la parole maintenant à Christophe Portalier et je vais le laisser se présenter. Écoutez, merci pour cette tribune pour pouvoir vous présenter une chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est le management visuel, notamment quand on fait de la gestion de projet. Effectivement, le panneau questions est très utile, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Hein. N'attendez pas la fin de la session pour les écrire. On va les lire en fin de session et on pourra répondre donc au maximum de questions. Je vois qu'il y a déjà une première question. Quel est l'horaire de fin prévu? On doit terminer normalement à midi. Ma présentation va durer, je pense, 40-45 minutes et on aura donc du temps pour pouvoir répondre à toutes les questions, bien entendu. Donc, comme vous voyez bien mon écran, parfait, je vais pouvoir passer tout de suite à la suite. Donc moi, je m'appelle Christophe Portalier, je suis en fin de compte Customer Success Manager chez un éditeur de logiciel qui s'appelle donc Mind Manager et qui fait une solution de gestion visuelle des informations. Et donc vous allez voir que, notamment en termes de gestion de projet, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites pour vous faciliter le quotidien et vous apporter de l'aide. Donc pour cette présentation, je vais avoir 4 grandes parties. Une première, une introduction. Comme vous êtes très nombreux et je suis persuadé que certains d'entre vous ne connaissent pas du tout la gestion visuelle des informations, donc je vais vous faire une petite introduction sur ce domaine-là. Et puis après, je vous montrerai des exemples concrets de documents créés en mode gestion visuelle de l'information pour bien communiquer pendant vos projets. Et puis après, je vous montrerai quelques exemples aussi, des petites astuces sur comment partager facilement ces informations. Donc pendant le temps de la démonstration, je vais être obligé de désactiver ma webcam parce que j'ai peur d'avoir pas assez de bande passante sinon pour que les choses soient fluides. Donc c'est parti. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde où on a besoin de plus en plus d'agilité et où les interactions, les échanges se font souvent à distance, parfois forcés comme c'est le cas en ce moment à cause du Covid. Et donc, maîtriser sa communication, c'est vraiment essentiel. Pourquoi maîtriser sa communication est essentiel? Bien parce qu'on n'a pas forcément maintenant les personnes à côté de soi pour revenir expliquer les choses. Donc, avoir des documents qui vont donner de l'autonomie sur la compréhension des consignes, sur la compréhension de l'information qu'on veut partager, c'est vraiment très important. Et la communication, c'est aussi, je vous ai mis un petit encart où on voit communication égale mettre en commun. Pourquoi? Ben, ces deux mots ont une racine commune. Et quand on communique, c'est bien entendu mettre en commun des informations. Et les mettre en commun, ça veut dire les mettre aussi simplement pour que tout le monde puisse se les approprier. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de quelques données statistiques qui viennent d'une étude qu'on a menée il y a 2 ans pratiquement sur les défis du chef de projet. En fin de compte, on s'est rendu compte que dans le métier de chef de projet, il y avait beaucoup de temps passé sur la recherche et le rassemblement d'informations. Pratiquement un tiers du temps de travail, c'était consacré. Je dois trouver les informations et m'assurer qu'elles soient bonnes. Parce que malheureusement, dans 47% des cas,
les informations dont on avait besoin, soit on ne les trouvait pas, soit elles n'étaient pas à jour, soit elles étaient erronées. Donc voilà, un vrai problème. On s'est également rendu compte dans cette étude qu'on avait plus de 50% des projets qui étaient en échec à cause d'un manque d'alignement sur la communication. Certains participants n'avaient pas le même niveau d'information que d'autres. Quand je vous dis des projets qui échouent, c'est pas forcément des projets qu'on ne va pas délivrer, bien entendu, hein, mais ça peut être des projets où on va être en retard, des projets où on va pas respecter le budget, ou des projets où on va délivrer que partiellement ce qui était prévu initialement. Donc voilà, ça peut être un problème majeur. Et puis on s'est aussi rendu compte dans cette étude que 86% des employés ne comprenaient pas la stratégie de l'entreprise, non pas parce que la stratégie était tellement compliquée, mais parce que les façons de leur donner ces informations n'étaient pas suffisamment claires pour eux, tout simplement. Alors, dans les défis d'un chef de projet, je vous ai également rajouté des petits éléments comme aligner la communication pour tous les participants, bien entendu. C'est vrai que dans un projet, dans la vie d'un projet, on n'a pas forcément tous les participants qui sont là depuis le début. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer pour que ces personnes qui rejoignent les projets en cours de route vont bien avoir une information claire, même s'ils ont loupé les phases d'initialisation du projet? Ben, on va voir ça assez facilement. On peut créer des documents où on va avoir tout l'historique de la communication. Comment est-ce qu'on définit aussi clairement les responsabilités, qui fait quoi et quand, et surtout comment les personnes qui doivent faire quelque chose vont pouvoir facilement se rendre compte que ça a un impact aussi sur le travail de leurs collègues et sur l'avancement du projet, justement. Si une tâche est en retard, peut-être qu'on aura un impact fort sur X autres tâches d'autres participants au projet. Donc, comment est-ce qu'on peut le visualiser en un clin d'œil? Comment est-ce qu'on peut aussi facilement définir le périmètre de nos projets par un cadrage plus accessible, par des buts et des objectifs, des risques, des contraintes qu'on gardera tout le temps à proximité pour s'assurer qu'on n'aura pas de dérive pendant le projet. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut s'adapter rapidement, comment est-ce qu'on peut faire preuve d'agilité pendant nos projets, quand on a besoin d'analyser rapidement des situations et comment est-ce qu'on va pouvoir s'y adapter rapidement. Typiquement, le cas Covid est un bon exemple. Je vois dans nos clients, il y a certains qui sont adaptés très rapidement aux conditions de télétravail et d'autres où ça a été plus compliqué. Donc, comment est-ce qu'on peut visuellement mettre en place des documents dans le déroulé d'un projet qui vont nous permettre de s'adapter rapidement à toutes les situations en fait. Alors, vous l'avez compris, moi, mon domaine de prédilection, ce que j'aime bien, c'est la gestion et le management visuel. Donc, quelques mots sur ce qu'est le management visuel. L'origine, ça vient de ce qu'on appelle le lean management. Le lean management, ça vient de l'industrie, notamment de l'industrie automobile et plus précisément de Toyota au Japon. L'objectif, c'était initialement vraiment de fluidifier la communication sur les lignes de production. Alors on peut se dire, bah oui, mais sur les lignes de production, on est quand même éloigné du travail du chef de projet. Non, parce qu'on a un certain nombre de techniques qui ont été mises en place dans le lean management qu'on peut réutiliser. Et d'ailleurs, maintenant, on retrouve un autre terme qui s'appelle le office lean. Donc, ça veut dire des bonnes pratiques qu'on retrouve dans les bureaux pour gérer la communication, pour gérer les processus, pour gérer les projets. Et l'objectif donc de cette gestion et de ce management visuel, ça va être de mettre en forme l'information par rapport à son contexte. Comment est-ce qu'on va faire pour rendre évident le travail à fournir pour pouvoir prendre aussi les bonnes décisions? En fin de compte, les bases de la gestion visuelle des informations, ça va être premièrement d'apaiser la cible. La cible, c'est la personne qui doit faire le travail. Dans vos projets, c'est les personnes qui vont devoir effectuer les tâches. Donc, en organisant les informations, d'une façon logique, facile à comprendre, en faisant très attention aussi à la localisation des informations pour éviter un problème, c'est que les personnes aient besoin d'aller chercher l'information. On va leur, entre guillemets, apporter l'information sur un plateau, sur un document unique. Et puis, comment aussi on va mettre en valeur ces informations, parce que bien entendu, toutes les informations n'ont pas forcément la même priorité ou ne s'adressent pas forcément à tous les départements qui vont participer sur votre projet. Donc, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre une meilleure lisibilité sur ces informations, en fin de compte. Et donc, l'objectif de cette gestion et de ce management visuel, d'autant plus sur les projets, ça va être de pouvoir prendre les bonnes décisions et de faire le travail avec le moins de stress possible, le plus de précision et puis le plus rapidement possible, bien entendu.
Alors vous verrez que les documents que je vais vous montrer tout à l'heure de gestion de projet en mode gestion visuelle des informations, eh bien, ils vont vous permettre d'avoir une vue très facile et très rapide sur quoi travaille votre équipe. Vous allez pouvoir suivre aussi facilement l'avancement du projet et analyser les résultats. Aussi prendre les bonnes décisions sur la base de données qui sont fiables, puisqu'on va voir que dans les documents en mode gestion visuelle des informations, on va pouvoir tout simplement s'assurer que les informations sont toutes à jour et toutes accessibles facilement. Alors, un des premiers outils qu'on utilise très régulièrement en gestion visuelle des informations, c'est la carte heuristique, c'est le mind mapping. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais j'ai mis un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore cette technique. Tout d'abord, vous voyez que la carte heuristique, la mind map, la carte mentale, pour citer tous les noms qu'on peut retrouver, c'est pas quelque chose de tout nouveau. Les premières ébauches de entre guillemets de carte mentale datent du IIIe siècle. Donc c'est ce qu'on appelait l'arbre de Porphyre. Et en fin de compte, ça permettait initialement, vous voyez, je vous ai mis une petite illustration, de classer les choses de façon relativement simple. Donc là, par exemple, il y avait une substance, et ben on savait reconnaître deux types de substances, les corporelles et les non corporelles. Si on regardait les substances corporelles, là encore, on savait encore les subdiviser. Et donc l'objectif de ces arbres, c'était d'avoir vraiment une classification très simple, mais qui suive une logique. Ça a évolué après au XIIIe siècle où on a Raymond Lull qui a lancé un arbre des sciences. En fin de compte, là, c'était relié plus à la religion pour voir ce qui était de l'ordre du divin et de ce qui était de l'ordre plutôt de l'humain. Et ça permettait donc là encore de classer les choses. Et on avait donc cette forme d'arborescence qui était également reprise, mais avec en plus un côté plus graphique, plus visuel. Et ce qui nous intéresse plus, c'est que donc la mind map est apparue au XXe siècle. C'est quelqu'un qui s'appelle Tony Buzan qui a créé les cartes heuristiques. Et les cartes heuristiques, à la base, c'était tout simplement des documents papier sur lesquels on venait dessiner un certain nombre d'informations. Donc on avait les bases de la mind map, c'est-à-dire un sujet central, et puis après tout autour, on venait classer par thème les différentes informations. Et donc on voyait qu'on avait beaucoup d'illustrations dessus. Pourquoi? Parce que le mind mapping fonctionne en fin de compte sur une théorie qui est la spécialisation hémisphérique du cerveau. Le fait qu'on a une partie droite et une partie gauche du cerveau et que les deux ne traitent pas le même type d'information. La partie gauche, comme je vous l'ai mis sur la petite illustration, est plutôt une partie qui s'occupe de la numérotation, du langage, de lister les choses, de faire des calculs. Enfin, grosso modo, c'est tout ce que vous faites déjà dans des logiciels type Excel, type Word, type PowerPoint. Donc des choses où on a une certaine logique à respecter. Mais le but du mind mapping, c'est aussi de se servir de la partie droite de notre cerveau qui est plus basée sur les intuitions, les émotions, la vision, la musique, les émotions. Et le but, c'est vraiment de travailler conjointement avec les deux parties de son cerveau pour que les choses soient plus faciles à gérer. Alors, quand je dis plus facile à gérer, tout simplement, quand on a à la fois le côté logique et le côté plus émotionnel, bien quand on va devoir retravailler sur des documents, l'information va plus vite revenir à notre esprit. Typiquement, quand vous travaillez sur vos projets, j'imagine que vous ne travaillez pas que sur un projet à la fois. Vous avez peut-être X projets en même temps. Vous commencez par travailler sur un projet, vous le laissez en plan pendant quelques semaines, le temps de travailler sur les autres. Et quand vous revenez sur ce premier projet après coup, des moments, c'est un peu compliqué de se rappeler de tout ce qu'on avait fait, où on en était exactement. Eh bien, le but de la carte heuristique, c'est de vous aider dans ce cas-là. L'autre but de la carte heuristique, c'est quand on partage ces documents avec d'autres personnes, c'est qu'ils soient aussi plus accessibles pour les autres. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de carte heuristique de mind map faite en mode logiciel. Voilà. Donc là, on voit le même principe, mais sous forme logicielle. On n'est pas dans le petit dessin papier que je vous montrais tout à l'heure, où on est obligé de prendre ses crayons de couleur et de tout faire à la main. Donc là, on a vraiment la carte heuristique de base, où on a un sujet central et après, de façon radiale, classé par thème, on a toutes les informations. Une autre particularité de la carte heuristique, c'est qu'on va toujours essayer de mettre des noms courts dans ce qu'on appelle les sujets, donc dans les différents éléments, pour que ce soit rapide à lire et facile à appréhender. Et oui, chaque fois, on va essayer de mettre des petites illustrations pour être en adéquation avec le thème qu'on va aborder. L'objectif, c'est vraiment comme ça de classer les informations et d'avoir à la fois sur le même document une vue macroscopique, une vue d'ensemble, mais également du détail, sachant que le détail va toujours être positionné tout au bout des branches.
Et l'intérêt d'une carte heuristique, c'est qu'on va pouvoir replier certaines branches pour pouvoir justement manager plusieurs vues pour gérer le niveau de détail que l'on souhaite présenter. Donc ça, c'est la mind map, mais en version logicielle. Bien entendu, de nombreuses solutions maintenant vous permettent de faire ce qu'on appelle du business mapping. Le business mapping, c'est tout simplement une mind map, mais dans laquelle on aura rajouté des informations importantes pour le déroulement de votre travail au quotidien. Vous voyez que moi, sur cette petite illustration, je vous ai mis des branches. Là, par exemple, une branche où on voit des durées, des coûts, on voit des sujets, puis on voit des petites illustrations qu'on appelle des icônes qui permettent de voir des niveaux de priorité. Priorité 1, priorité 2. L'objectif, c'est là encore, quand on ouvre le document, d'avoir littéralement l'information qui nous saute aux yeux. Quand j'ouvre ce document, en un clin d'œil, je sais ce qui est de priorité 1, ce qui est de priorité 2. Mais en termes d'informations métiers, vous voyez qu'on peut aller plus loin. J'ai également rajouté dans une branche des informations concernant le budget. L'objectif, ça va être, quand on travaille en mode mind map, d'éviter de sortir au maximum sur d'autres logiciels. Pourquoi? Le moins on sort dans d'autres logiciels, le moins on a de mise à jour à faire, le moins on a de risque d'erreur, bien entendu. Et donc là, on voit que j'ai également une autre branche dans laquelle j'ai mis des informations. Donc on voit qu'on a un petit trombone qui est disponible sur certains sujets. Ça veut dire que j'ai mis une pièce jointe à l'intérieur de ma mind map pour mettre des informations externes. Donc là encore, je vais essayer de centraliser l'accès à d'autres types de documents qui ne seraient pas dans la mind map directement, mais je centralise leur accès depuis cette mind map. Et puis j'ai une dernière branche où j'ai mis une planification. Je vais venir un peu plus en détail tout à l'heure sur les informations qu'on peut mettre en termes de planification dans des sujets en gestion visuelle des informations. Mais là, vous voyez déjà qu'on a des petites icônes qui font penser à de la progression. J'ai des icônes qui sont vides pour me montrer que des tâches ne sont pas commencées, donc le cercle est vide, et d'autres où on a le cercle qui est vert avec une petite coche pour m'indiquer là la tâche est déjà complétée. On voit qu'on a des dates de début, des dates de fin. Pour les habitués des logiciels de gestion de projet, on voit qu'on a une petite icône en forme de diamant qui représente un jalon dans le projet. Donc, vous voyez qu'on est capable visuellement, depuis ce document, déjà d'avoir des informations qui sont clairement identifiables. Mais quand on parle de gestion visuelle, de management visuel des informations, la mind map n'est pas suffisante. On a besoin d'autres types de diagrammes et on peut être amené à faire, vous voyez, des diagrammes bien sûr de type mind map. C'est le premier que je vous ai mis en encadré, mais on peut en avoir aussi en type chronologie. Ça c'est très utile, par exemple pour la communication dans votre projet, pour faire une roadmap, les grands points de votre projet, les grandes phases, comment est-ce que je vais les montrer, de faire des organigrammes pour montrer des responsabilités, de faire des cartes conceptuelles ou pourquoi pas de faire des diagrammes de type processus. Peut-être que certaines tâches de vos projets nécessitent le respect bien précis d'un processus. Je pense à des tâches où on va avoir une partie légale à respecter, où on va avoir donc vraiment un processus légal à respecter. Bien, d'avoir des documents sous forme de type diagramme de processus, c'est vraiment très très intéressant. Vous voyez qu'on a aussi d'autres types de diagrammes, style des tableaux qu'on va pouvoir générer, tableau Kanban ou tableau Scrum. Je vous montrerai tout à l'heure un tableau Scrum qui est vraiment utile pour avoir une vue de ce qui est à faire et de ce qui n'a pas encore été fait pour vos projets. Mais vous voyez, donc quand on parle de gestion visuelle des informations, c'est vraiment important d'avoir tous ces types de diagrammes disponibles pour pouvoir facilement justement basculer de l'un à l'autre quand on a besoin de présenter l'information d'une façon ou d'une autre, en fonction de nos cibles. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous montrer des étapes pas à pas, comment est-ce qu'on fait telle chose. Dans 45 minutes, je n'aurai pas le temps. Je vais vous montrer des exemples concrets où le management visuel des informations vous permet, dans vos projets, justement, d'avoir un vrai avantage. Et on peut avoir ce vrai avantage dès le début du projet. N'attendez pas d'être déjà dans la phase de planification, mais quand vous êtes au début de votre projet, quand vous faites les premières réunions, la gestion visuelle des informations peut déjà vous aider et vous faire gagner du temps. Si on prend par exemple bêtement les notes que vous allez prendre en réunion. Donc je vais vous montrer un exemple d'une map que j'ai créée moi pour la prise de notes en réunion. Vous voyez que ici donc j'ai une petite map toute simple. Donc ce sera une réunion de cadrage pour un projet. Vous voyez que j'ai mis quelques informations, donc toute bête, date, objectif de la réunion, la salle où on va faire la réunion, quand on a le droit de se réunir, bien entendu, dans des salles. Mais voilà, après j'ai aussi une petite branche dans laquelle j'ai mis mes objectifs pour ma réunion.
Bon là, je l'ai pas renseigné puisque c'est juste pour une petite démo, mais vous voyez qu'on a une branche où on a les objectifs, une autre où j'aurai les participants. Les participants, moi j'ai commencé à utiliser les principes du mind mapping dessus. J'identifie chaque participant, vous voyez, par une couleur, un code couleur. Donc on en a un qui est une couleur bleue, l'autre la couleur verte, l'autre la couleur orange. J'ai également rajouté un petit logo parce que quand je vais vouloir prendre les notes de réunion, je ne vais pas forcément avoir le temps de mettre les images des participants, mais avoir la petite icône de qui dit quoi, ça va être pratique. J'ai une autre branche où j'ai mon agenda et puis une branche où j'ai vraiment la prise de notes en réunion. Vous dans la prise de notes en réunion, j'utilise vraiment les principes du mind mapping, à savoir, j'ai utilisé les codes de couleur pour savoir qui dit quoi. Et par exemple, quand je vais prendre une nouvelle information, ben, je vais tout simplement après récupérer la petite icône de la personne qui a dit quelque chose et je le récupère, ça me met comme ça automatiquement le bon code de couleur. Les outils de gestion visuelle de l'information ont des trésors d'automatisation bien souvent, donc n'hésitez pas à les utiliser pour automatiser un certain nombre de choses. Et donc là, ça me permet comme ça de prendre les notes de qui a dit quoi dans un document, ce qui fait qu'à la fin de la réunion, ben, je vais avoir mon compte rendu qui est déjà prêt pratiquement. J'ai plus beaucoup de mise en forme à faire. Je peux très bien le partager sous forme de mind map sans aucun problème. Et dans certains logiciels de gestion visuelle de l'information, vous verrez qu'on peut en plus basculer sur des vues. Là, vous voyez, j'avais ma vue map, donc j'ai peut-être trop d'informations à un moment donné, mais imaginons que j'ai besoin de me concentrer sur qui a dit quoi pour classer certaines choses ou pour voir un peu qui a fait quelle contribution. Ben, je vais pouvoir, dans certains logiciels, basculer sur certaines vues. Donc là, puisque j'ai mis des petites icônes, je vais tout simplement basculer sur une vue basée sur mes icônes. Donc là, ce qui est sans catégorie, je vais le masquer. Mais là, oui, au moins, ça me permet comme ça d'avoir un classement rapide sur la réunion. Voilà ce que mon participant bleu a dit, le participant vert a dit, etc., etc. Donc, oui, on est rapidement passé d'une vue à une autre. La gestion visuelle des informations, c'est aussi une chose très très importante. Il faut se préserver la possibilité de pouvoir basculer sur une vue ou sur une autre parce que ça va apporter de nombreux avantages. Donc là, j'ai pris mes notes en réunion pour vous montrer rapidement un autre exemple de réunion, une session de brainstorming. Mais ici, donc, j'utiliserai mon logiciel de gestion visuelle comme finalement le tableau blanc que j'utilise dans une session de brainstorming en réel, sauf que là, je l'ai de façon numérique. Et puis, quand je vais avoir une nouvelle idée à positionner, vous voyez que j'ai juste besoin de double-cliquer quelque part, et puis ça me permet de créer un post-it où je mettrai la contribution de telle ou telle personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai gardé une partie de mon tableau blanc pour faire un tableau d'analyse. Et là encore, j'ai fait quelque chose de simple mais visuel. J'ai un cadran avec le classement de mes idées par le niveau d'effort pour les mettre en œuvre et puis peut-être leur valeur métier. Donc dès la phase de début d'initialisation de mon projet, j'utilise en fin de compte les techniques de gestion visuelle des informations pour gagner du temps. Et là encore, vous voyez qu'avec l'automatisation, ça me permet de rajouter des champs quand je vais vouloir, quand je zoome, quand je vais vouloir donc catégoriser mes idées. Voilà, j'ai une note de différenciateur, une note de difficulté pour mon client pour mettre en œuvre, etc., etc. Mais bien sûr, tout ça, ça se paramètre comme on le souhaite. Là, c'est juste pour ce petit exemple. Mais oui, donc la session de brainstorming, au lieu de la faire sur un vrai tableau blanc, de prendre éventuellement une photo à la fin, et puis après de perdre éventuellement pas mal d'informations, là je conserve tout. Il ne faut pas oublier que ces idées que vous allez peut-être avoir dans le début de vos projets, c'est peut-être des pistes quand à un moment donné votre projet va être bloqué. Donc c'est dommage de les perdre. Là on les conserve sous forme numérique et on va pouvoir les intégrer après dans un tableau de bord de notre projet qu'on fera pourquoi pas dans une mind map. Donc je vous disais tout à l'heure en préambule, pour vos projets, une des causes souvent d'échec, c'est le manque de cadrage, c'est le manque de charte de projet bien définie. Alors, les logiciels de gestion visuelle de l'information souvent vous permettent de faire des branches. C'est ce que je vais vous montrer ici. Donc là, on a une branche qui a été faite, par exemple pour les buts et les objectifs de mon projet. Et vous voyez que j'ai une première sous-branche où je vais avoir un premier but, un deuxième but pour mon projet, les différents objectifs et puis les résultats que j'ai escomptés pour chacune de ces objectifs et de ces buts, tout simplement. Mais donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir comme ça créer des bibliothèques de branches qu'on pourra après réutiliser à volonté. Alors tous les logiciels, par exemple de mind mapping, maintenant vous proposent des maps de gestion de projet toutes prêtes. Hein. Là, je vous montre par exemple une charte de projet qui est toute prête, qui a été prise du logiciel que j'utilise.
mais vous voyez que ça, vous le retrouvez dans les autres solutions, bien entendu. Mais ça vous permet comme ça d'avoir vraiment des modèles qui soient déjà prêts à utiliser, qui soient très visuels, où on a toujours ce système de branches, de sous-branches qu'on peut ouvrir ou refermer et qui permettent comme ça de ne montrer que l'information qui nous intéresse à un moment donné. Alors, je vais vous montrer un exemple plus concret d'une map que j'ai générée donc sur une gestion de projet. Donc voilà, on va imaginer que je travaille pour une entreprise qui veut lancer de nouveaux services de mobilité aérienne urbaine. Voilà, donc on a créé une map pour gérer notre projet. Vous voyez que j'ai une première branche dans laquelle j'ai mis ma fameuse charte de projet où je vais avoir donc une description. L'intérêt, c'est que ce document, vous allez voir, je vais centraliser dedans toutes les informations concernant le projet, mais surtout, je vais pouvoir le partager avec d'autres personnes après coup. Et le partage avec d'autres personnes va me permettre tout simplement d'avoir une visibilité plus simple sur la vie de ce projet dès le début, mais aussi même jusqu'à la fin. Donc là, j'ai ma charte de projet qui a été définie. J'ai une branche dans laquelle j'ai mis mes archives, et notamment dans mes archives, j'ai mes archives de réunion. Alors, soit vous faites vos archives directement sous forme de branche, ou alors si vous avez fait des documents indépendamment, comme je vous le montrais tout à l'heure, ma map de brainstorming, ma map de prise de notes de réunion, vous pouvez les intégrer à l'intérieur. Là encore, l'intérêt, toute personne qui rejoint le projet, à qui je donne un accès aux informations de cette map, ils ont accès à tout ce qui s'est dit depuis les réunions, depuis le début. Donc, il n'y a plus le problème de se dire « Oui, mais je n'étais pas là au début, j'ai pas eu toutes les infos ». Non, là, on a toutes les informations qui sont accessibles. Même principe, j'ai mis une petite veille technologique. Donc là, on peut mettre, vous voyez, des liens vers des sites web pour conserver voilà, de l'information qui pourrait avoir à un moment donné dans le projet avoir une importance. J'ai également mis mon équipe. Mon équipe, vous voyez que là, je l'ai mis sous forme hiérarchique. Donc, c'est pareil. Les outils de gestion visuelle de l'information, notamment les outils de mind mapping, vous permettent à un moment donné, de changer la disposition de l'information. Vous voyez que là, jusqu'à présent, j'avais des branches. Là, j'ai mis un organigramme. Pourquoi un organigramme? Parce que c'est plus simple pour voir les niveaux hiérarchiques, qui fait partie de quel département. Et donc là, je vois que dans mon équipe de projet, j'ai des personnes du département R&D, des personnes de la production et du maquettage. Et donc là, après, c'est là où il faut faire attention au logiciel que vous utilisez. Moi, celui que j'utilise me permet, par exemple, de récupérer directement les contacts à Outlook. L'intérêt, c'est de ne pas avoir un doublon de travail à faire. Si j'ai déjà les contacts dans Outlook, j'ai pas envie de m'embêter à ressaisir les informations manuellement. Donc là, je vais juste les récupérer dans mon outil de messagerie. Mais ça me permet comme ça d'avoir qui fait quoi dans mon projet assez facilement et assez rapidement. Moi, j'ai rajouté en plus des petites notions complémentaires où on voit leurs compétences logicielles, hein, bien entendu, concernant peut-être ce projet. Donc, si après j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaisse en design de cartes électroniques, voilà, j'ai quelqu'un qui pourra m'aider sur Orcade. Je le vois très facilement. Là encore, on est toujours sur, rappelez-vous, hein, gestion visuelle de l'information. Il faut donc pouvoir facilement voir les infos. Donc là, au lieu de les montrer sous forme d'icône ou sous forme d'image, j'ai mis une technique qu'on appelle des balises. Et ces balises me permettent d'avoir voilà, une information complémentaire, mais de l'avoir rapidement et facilement. J'ai également mis sur cette map une partie budgétaire. Vous voyez que ici, j'ai un petit aperçu rapide sur le budget. J'ai choisi des codes de couleurs aussi pour me montrer quand quelque chose va bien et quelque chose ne va pas bien. Là encore, en fonction des logiciels que vous allez utiliser, ça sera des couleurs qui vont venir automatiquement ou manuellement, mais tous vont vous permettre d'avoir ce petit distinguo, de vraiment visuellement avoir des informations qui vous sautent aux yeux. Sur mon budget, là, j'ai pas besoin de me poser 50 questions. J'ai les nouveaux composants qui posent problème puisque j'ai mis un code de couleur rouge et puis un petit logo warning, tout simplement. Je vous disais également que on va essayer de centraliser toutes les informations qui concernent le projet. Et donc là, j'ai par exemple, vous voyez, une branche où j'ai mis tous les emails qui sont venus sur ce projet, parce que l'information vient aussi parfois sur d'autres outils. Et là encore, pouvoir la centraliser, sa diffusion pour tout le monde, ça peut être intéressant. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir automatiquement des emails qui sont intégrés pour ne pas perdre une info. Et puis, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas dans une liste de distribution et qui auraient pourtant bien besoin d'avoir cette information-là qui est arrivée par email. Là, je les ai intégrées dans cette mind map, tout simplement. Même chose pour les meetings et puis surtout pour les documents. Alors là, c'est encore plus important parce qu'aujourd'hui,
les documents qu'on va devoir se partager dans les projets, ils viennent de toutes parts. Il y en a qui viennent bien sûr de votre stockage en local, hein, qui viennent de votre réseau, mais il y en a d'autres qui viennent peut-être d'un partenaire qui vous a ouvert un partage dans le cloud, il y en a peut-être qui viennent de vos applications en mode web. Donc voilà, comment est-ce qu'on centralise l'accès à toutes ces informations et surtout pour tout le monde? Eh bien là encore, faire une branche où on met tous les documents et peu importe où ils sont stockés, ça c'est toujours un plus. Et là encore, vous pouvez vraiment mettre vraiment un accès à tous ces documents, parce qu'avec le principe des nœuds qu'on peut ouvrir et fermer, vous voyez que l'information, finalement, on va maîtriser ce que l'on va montrer ou pas. Sur la partie planification, je ne vous le montre pas tout de suite parce que je vais revenir dessus dans quelques instants. Mais vous allez voir qu'on peut bien sûr aussi gérer toute la partie planification du projet dans le même document. L'objectif, c'est vraiment tout au long de la vie du projet, pour le chef de projet et puis aussi pour ceux qui doivent venir amener leur contribution, c'est de se dire finalement, j'ai qu'un seul document à ouvrir et je sais que je centraliserai l'accès à toutes mes informations. Alors, définir les bons intervenants, c'est aussi une chose importante. Comment est-ce qu'on s'assure qu'à un moment donné, d'une façon simple, visuelle, là encore, on va voir que sur nos tâches, tous les rôles ont bien été attribués. Quand je dis tous les rôles, c'est pas simplement se dire j'ai une tâche, j'ai assigné une personne et il doit se débrouiller. Non, on sait très bien qu'il y a des tâches qui sont plus importantes que d'autres et il y en a certaines qui vont nécessiter vraiment de se dire il faut que je sois sûr que non seulement la personne qui va faire le travail, mais aussi celui qui va en être responsable éventuellement et celui qui va peut-être avoir besoin de l'information, que tout le monde a bien été défini sur cette tâche. Je pense typiquement pour ceux qui utilisent des logiciels de gestion de projet classiques, toutes les tâches qui sont sur le chemin critique, par exemple, comment je m'assure que tout le monde a bien été assigné? Une chose très très facile à utiliser et très visuelle et très pratique à partager, c'est la matrice RACI. Et là encore, on peut utiliser des logiciels de gestion visuelle de l'information pour créer une matrice RACI. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Alors, c'est pas un exemple sur des tâches de projet, c'était des tâches sur une activité de réparation automobile, un garage. Et on voit que sur cette matrice RACI, finalement, j'ai mis sur la première partie de mon tableau de ma matrice, j'ai mis les activités. Et puis après, j'ai les différentes personnes qui doivent travailler. Et puis surtout leur rôle à chaque fois. Leur rôle, ça peut être responsable. C'est la personne qui va devoir en cas de problème, être le responsable sur le non-respect de cette tâche. Maintenant, on a aussi l'acteur, c'est celui qui va faire le travail. Consulter, c'est quelqu'un qui aurait besoin de l'information à donner pour réaliser cette tâche. Et puis informer, c'est des personnes qui auraient besoin de savoir où on en est de cette tâche, parce que peut-être qu'ils ont eux-mêmes des tâches qui vont être bloquées s'ils ne sont pas informés. Et donc, vous voyez que la matrice RACI, elle est très pratique, elle est très simple. Si je veux créer une autre activité, je vais juste rajouter une activité, vous voyez, dans cette colonne de ma matrice. Et puis après coup, je vais rajouter les différents éléments. Alors, j'ai voulu taper trop vite. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter donc les différents éléments pour ma matrice. Voilà. Je pourrais donc là maintenant indiquer qui est responsable. Donc, j'ai juste besoin de mettre là encore la lettre R. Hein. N'oubliez pas, il faut automatiser vos logiciels pour que ce soit plus simple à utiliser. Qui est informé. Vous voyez, simplement en tapant une lettre, au moins ça me change les informations. Puis imaginons qu'il y a quelqu'un d'autre qui rejoigne mon équipe sur le projet. J'ai quelqu'un au niveau, par exemple, du département légal ou du département juridique qui doit intervenir. Je vais rajouter une colonne en plus. Donc je vais rajouter un nouveau couloir, je vais en mettre un cinquième, voilà, et donc là on pourrait donc renommer, dire que c'est le juriste de l'entreprise, et lui aussi doit être assigné sur ces tâches. Mais donc ça, bien sûr, la matrice RACI, vous n'allez pas le faire sur toutes les tâches de vos projets, hein, bien entendu, mais sur les tâches vraiment importantes, sur celles où vous pressentez qu'il risque d'y avoir un moment un impact fort si on n'a pas, si on est en retard ou si on n'arrive pas à délivrer complètement la tâche. Là, c'est important, vous voyez, de travailler sur ce type de matrice. Vous voyez, c'est simple, hein, l'information, il n'y a pas des milliers de pages à lire, il y a juste des informations très visuelles. Et puis, une fois qu'on a travaillé dessus, là encore, l'information, elle vous saute aux yeux. Donc, on va aussi se servir, bien sûr, des solutions de gestion visuelle de l'information pour créer le plan de travail. Alors, vous avez compris, pour pouvoir créer un plan de travail, il faut pouvoir définir les tâches. Donc, il faut vous assurer que vos logiciels de gestion visuelle de l'information, ils vous permettent justement
dans vos sujets, de définir facilement et puis aussi visuellement tout ce qui va permettre de catégoriser une tâche. Donc, vous voyez que là, je vous ai mis des petites correspondances. On a là des priorités, on a des icônes pour montrer les progressions, on a des dates de début, des échéances, on a éventuellement des durées, des efforts, les ressources qui vont devoir faire le travail. Donc, on les retrouve aussi, vous voyez, bien sûr, visuellement sur les différentes tâches. Et puis également, est-ce qu'on va mettre des dépendances? Quand vous faites votre gestion de planning, il y a des tâches qui doivent être ordonnancées. Certaines doivent finir avant que d'autres puissent commencer. Hein. Eh bien, il faut pouvoir aussi le matérialiser. Donc là, on le voit, les interdépendances. Par exemple, sur ma map, là, sur ma branche, on voit qu'on a des petites flèches avec des petits logos qui me montrent les interdépendances entre les tâches. Et puis aussi la notion de coût. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens de faire une planification décorrélée complètement du budget. Avec les contraintes budgétaires fortes qu'on a en ce moment, il faut dès la planification pouvoir être capable de se dire, voilà, je suis dans les clous par rapport au budget que je vais devoir respecter. Il faut le faire dès les phases de création de vos plans de travail. Et donc ça, on peut le faire facilement. Et puis, il faut toujours, comme je vous le disais, garder des choses simples. Donc là encore, le système des branches des mind maps va être utile pour, par exemple, définir des lots de travaux. Là, je vous montre un petit exemple. Donc, ce serait une branche, voilà, construction d'une maison. Vous voyez qu'on a donc la branche principale. Et puis en dessous, j'ai fait des sous-branches et chacune représente des lots de travaux. Donc là, on a par exemple sur le premier niveau le lot de travail principal, ensuite un lot de travail secondaire et les tâches ne viennent qu'en bout. Là encore, on essaye toujours, vous voyez, de mettre ce qui va être, j'allais dire, le détail en bout de branche et on se conserve comme ça la possibilité, en repliant les différents niveaux, de générer des vues. Et donc, on peut très bien se dire, par exemple, on va faire une vue macroscopique sur uniquement les grandes étapes et en n'affichant que les lots principaux. Hein, donc ça, c'est très important de garder cette notion de lot, de niveau qu'on peut ouvrir et refermer pour que l'information, à un moment donné, ne vienne pas vous polluer. Moi, je vois au quotidien, dans certains clients, ils ont des mind maps de gestion de leur projet où on se retrouve avec des milliers de sujets à l'intérieur. Il va de soi que des milliers de sujets, ils n'affichent pas tout en même temps. Ils vont donc utiliser un certain nombre de techniques d'affichage, de filtrage pour ne montrer que ce qui est essentiel à un moment donné. Alors là, je vais vous montrer donc toujours mon exemple de tout à l'heure de gestion donc de projet sur des services de mobilité aérienne. Vous voyez que là, hop, je vais zoomer, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Mais j'ai donc appliqué ces éléments sur ma planification, hein, donc où j'ai la possibilité, vous voyez, de replier les différentes branches assez facilement pour ne montrer qu'une seule chose quand je vais faire ma planification. D'accord. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le côté visuel de cette planification, je vais pouvoir maintenant me dire, tiens, imaginons que je me sois trompé. Je dois faire preuve d'agilité. À un moment donné, je me suis trompé sur le séquencé de mon projet. J'ai une tâche qui n'est pas dans la bonne phase. Je me suis trompé. Il va suffire de la cliquer, de la déplacer, et puis de venir la coller sur une autre branche, tout simplement. Donc l'objectif aussi, c'est bien entendu de pouvoir là encore se dire, voilà, j'ai organisé mes informations et vous voyez que dans les sujets, là encore concrètement, facilement, on a donc les différents sujets qu'on peut donc glisser, déplacer d'une branche à l'autre, mais sur lesquels on peut aussi interagir. Quand je veux montrer la progression d'une tâche, et si je reclique sur une petite icône, ça me permet comme ça aussi visuellement de voir cette progression. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'avoir toutes ces informations simplement, et surtout quand on va les partager avec d'autres, il n'y a pas besoin de faire une documentation de 50 pages pour que les personnes comprennent, voilà, ils voient la phase 3, ils voient en dessous les tâches qui sont à réaliser, si leur nom est présent, ils vont pouvoir le lire aussi directement, et puis après, ils vont pouvoir indiquer leur progression assez simplement. Voilà. Alors, on peut aussi bien sûr utiliser ces techniques pendant, pas que dans les phases amont du projet, mais aussi pendant le déroulé du projet. Je voulais vous remontrer donc cette petite map. Bien entendu, on peut à un moment donné, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de pouvoir changer de vue. Là, c'est vrai que j'ai une planification de mon projet. Je respecte en plus une normalisation qui est le WBS, mais par moment, j'ai besoin de voir l'information d'une autre façon. Typiquement, quand vous regardez une montagne, vous allez peut-être voir une face qui est trop difficile à gravir, et puis vous allez vous dire
si je me décale un peu, je vais voir un autre chemin à utiliser. C'est le même principe pour votre projet. Si pour certains, la planification comme ça paraît trop ardue, on peut aussi basculer les informations dans d'autres types de vues. Et là encore, beaucoup de logiciels de gestion visuelle de l'information vous permettent de le faire, mais vous allez pouvoir, là, par exemple, générer automatiquement à la volée un diagramme de Gantt où on a les mêmes informations, mais vues sur une forme plus calendaire. Là encore, c'est très visuel. On reprend les mêmes codes de couleurs que dans les branches, que ce soit pour le texte ou que ce soit pour les couleurs des sujets. Et puis là, on a donc vraiment une vue Gantt tout à fait classique dans laquelle on retrouve les différentes tâches et sur lesquelles on pourrait se dire, tiens, je vais décaler directement sur le diagramme de Gantt certaines informations pour refaire ma planification. Là encore, beaucoup de logiciels vous permettent de faire ça, hein, d'avoir les informations dans une vue ou dans une autre et de ne pas avoir de mise à jour spécifique à faire dans une vue quand vous modifiez des informations dans une autre vue. Ça va de soi, hein. Là encore, ça permet comme ça de voir facilement les informations, de pouvoir utiliser comme tout à l'heure avec mon système de branches, de réduire ce qui m'intéresse pas et de nous concentrer sur ce qui est intéressant sur le moment où je vais me concentrer. D'accord? Alors, on a d'autres types de vues qu'on peut utiliser quand on parle de gestion visuelle de l'information pour des projets. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des Scrum Boards. Les Scrum Boards, c'est très simple à faire aussi. Vous voyez que c'est ni plus ni moins qu'un tableau que j'ai mis en place, dans lequel j'ai mon backlog, les choses qui sont à faire, les choses qui sont en cours, celles qui sont en phase de revue et de test, terminées, et puis ici maintenant ce qui a été rejeté. Et là encore, j'ai visuellement des sujets qui me permettent tout simplement d'avoir l'information concernant les différentes tâches à réaliser. Ça me permet d'avoir un tableau. Je vais le dézoomer pour que vous voyez, voilà, vous voyez dans son ensemble. Oui, le tableau est pas très compliqué. On pourrait bien sûr mettre plus de catégories. C'est pas non plus impossible à faire, mais ça permet comme ça de voir les différentes informations avec là encore mes petites icônes très visuelles pour la progression. Ce que j'ai mis, moi, ça s'appelle des propriétés pour mettre les notions de coût. Toujours intégrer les notions de coût même dans ce type de tableau. Et puis aussi la partie gestion des tâches qui est disponible. Et comme ça va me permettre là encore de pouvoir basculer. Si le tableau Scrum ne me convient pas et que j'ai besoin de l'afficher dans un diagramme de Gantt, là, oui, c'est voilà, une autre vue de l'information principale. Là encore, c'est important de faire des vues simples pour commencer, mais qu'on puisse quand même modifier après coup. Et autre particularité, oui, que là, j'ai fait un tableau Scrum qui pourrait correspondre en fin de compte, plusieurs produits que je suis en train de développer. Donc, j'ai plusieurs projets en parallèle avec un produit A, un produit B et un produit C en cours de développement. Donc, 3 projets en parallèle. Et pourtant, j'ai un seul tableau où je vois l'ensemble des informations, simplement. Et si à un moment donné, j'ai besoin de me concentrer sur ce que je fais sur le produit A, produit B et produit C, donc mes 3 projets différents, bien là encore, je vais pouvoir jouer sur les vues que ma solution de gestion visuelle des informations me permet. Et donc là, je vais pouvoir voilà, classer mes informations par. Ça reste la même information, mais classée différemment pour pouvoir faire une analyse un petit peu différente. Donc là encore, en termes d'agilité, si à un moment donné, j'ai besoin de m'assurer que le produit C, j'ai bien mis toutes les bonnes ressources, toutes les bonnes choses, ce basculement d'une vue à l'autre, en termes d'agilité, c'est quelque chose qui va vraiment être un avantage. On pourrait aussi faire des tableaux de bord multi-projets. Je vous en montrerai peut-être un tout à l'heure en exemple s'il me reste un petit peu de temps. Mais on a également aussi, on va utiliser donc la gestion visuelle des informations quand on a besoin de faire preuve d'agilité. Imaginons qu'on a un problème qui arrive, on a des mesures correctives à mettre en place en urgence sur notre projet, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça de façon simple, visuelle et rapide? Et bien là encore, on va pouvoir utiliser nos solutions de gestion visuelle de l'information pour bâtir un autre type de matrice. Là encore, oui, c'est une matrice simple. J'ai fait en fin de compte un petit tableau avec 4 cases dans lequel je vais avoir, je vais légèrement dézoomer, sur un axe la facilité de mise en œuvre, ce qui est facile le plus à droite, ce qui est plus difficile à gauche. Le bénéfice que j'en escompte, en quelle mesure ça va résoudre mon problème. Donc le plus je vais être en haut, le plus ça va résoudre mon problème, et le plus je vais être en bas, le moins ça va résoudre mon problème. Et puis oui, que sur les différents sujets que j'ai mis, la taille des bulles aussi me montre le coût que je vais devoir mettre en place pour mettre en place cette mesure corrective. Et donc là, ça me permet aussi d'avoir la possibilité
de classer facilement, très visuellement, très rapidement les différentes mesures et de voir tout de suite celles qui vont être plus intéressantes que d'autres. Là encore, après, faites attention aux solutions que vous allez utiliser. Certaines vous permettent, par exemple, d'utiliser un mode tactile. Et dans un mode tactile, vous pouvez très bien imaginer de faire ce type de document. Donc, dans une salle de réunion, écran grande taille, et vous manipulez directement à la main, dans l'urgence, les différents éléments. Donc, pendant la vie de votre projet, oui, qu'on peut aussi utiliser ces solutions pour afficher les informations facilement. Mais bien entendu, on peut aussi le faire à la fin du projet, hein, quand on va avoir besoin de quand on va avoir besoin de faire son rapport, le bilan, la clôture de son projet. Donc, on pourrait très bien t'amener à faire un rapport de fin de projet. Donc, là encore, faites attention. Certaines solutions vont vous permettre de passer très facilement, vous voyez, du mode mind map, là par exemple, à un mode document vers Word. Certaines solutions vous permettent d'exporter vers d'autres formats. Je vous montrerai tout à l'heure un petit slide. C'est important quand même d'avoir des logiciels qui sont ouverts vers l'extérieur, qui soient pas, qui vous enferment pas dans leur format propriétaire et que vous puissiez plus ressortir l'information après coup. Comme vous l'avez vu, dans les documents de gestion visuelle, on met beaucoup d'informations. Donc, c'est vraiment très important à un moment donné de pouvoir sortir cette information facilement et pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc là, ce que je vous montrais, c'est donc on a une mind map de gestion de projet et on génère automatiquement un rapport sous Word. On peut aussi avoir besoin à un moment de montrer les bilans, les points forts, quand on fait des réunions de suivi du projet. Donc là, une petite illustration. On a une spirale et on a, sur un projet qui durait par exemple plusieurs années, les points forts du projet le long de la vie de ce projet, année par année, les points forts. Vous voyez que là encore, on fait toujours un document qui paraît simple à utiliser. Et puis là, j'ai mis en pièce jointe le détail. Si à un moment donné, on a besoin de voir le détail de chacun de ces points forts. Mais il n'empêche que le document reste visuellement très simple, très impactant, mais voilà, il va pas faire peur aux personnes qui vont devoir le consulter, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'informations et pourtant on peut très bien avoir les informations sur la vie du projet sur plusieurs années. Et puis on peut aussi faire ce que je vous disais tout à l'heure, des consolidations multi-projets, pourquoi pas. C'est ce que je vous affiche ici dans cette illustration. On voit qu'on a un tableau de bord principal où on a envie d'avoir par exemple là une vue budgétaire de mes différents projets. J'ai 3 projets, le projet bleu, le projet rouge, le projet vert. Et en fin de compte, je vais récupérer sur mes maps de gestion de projet individuel qu'une petite partie de l'information pour bâtir ce tableau de bord un peu plus global. Là encore, c'est important de pouvoir faire ça, d'avoir donc les projets qui soient gérés individuellement sur des documents, mais de pouvoir après, à un moment donné, se dire je vais consolider certaines parties de mon document pour faire un tableau de bord un peu plus global. Donc là, typiquement, ce sera un tableau de bord pour la direction financière. Et puis après, chaque chef de projet serait responsable individuellement de chacun des documents de projet. Mais ça permet comme ça d'avoir ce tableau de bord qui se bâtit automatiquement et qui se met à jour dynamiquement. Alors, comment est-ce qu'on va partager les informations? Parce que je vous ai montré des exemples. Je vous ai dit, il faut pouvoir les partager facilement. Eh bien, il faut avoir des solutions qui vont vous permettre de favoriser la collaboration et la communication. Donc, des solutions, même si vous travaillez en local sur vos documents, qui vont vous permettre de les partager facilement. Donc, on a beaucoup maintenant de solutions qui vous permettent d'exporter vers d'autres formats pour que ce soit un peu plus universel, bien entendu. Et puis, il faut vraiment pouvoir partager ça. Le meilleur moyen, c'est quand même le mode web. C'est pour ça que je vais vous afficher voilà, les formats moi, qui me semblent vraiment importants de pouvoir supporter aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'en import et en export, le minimum, je dirais, syndical, c'est d'avoir au moins des imports et des exports vers la suite Office, mais après, pourquoi pas vers d'autres solutions ou vers des langages complètement ouverts, par exemple en XML ou en OPML. Ça, c'est des langages complètement ouverts qui vont permettre comme ça de récupérer l'information vers d'autres solutions dans tous les cas de figure, mais de pouvoir aussi synchroniser ce que vous avez dans vos outils de gestion visuelle des informations avec votre messagerie, avec vos outils de travail
en commun. Là, j'ai cité SharePoint parce qu'on le retrouve quand même très 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 souvent, de pouvoir consolider, de pouvoir faire communiquer vos documents avec des bases de données éventuellement, d'avoir aussi des langages de macros qui viennent s'associer donc à vos logiciels. Pourquoi des langages de macros? Parce que je vous ai montré des automatisations tout à l'heure. Certaines automatisations, vous ne pourrez les faire que si vous avez un langage de macros. Si vous ne l'avez pas, vous allez être figé et obligé de faire tout manuellement, ce qui va vous faire perdre du temps. Et puis après, surtout pouvoir partager facilement donc vos documents. Donc vous voyez que pour partager facilement vos documents, il faut avoir des accès sur le cloud. Hein, ça c'est indispensable aujourd'hui, au moins vers les grands acteurs comme Box, OneDrive de Microsoft, Google Drive, Dropbox, mais aussi des choses plus universelles comme des fonctions de publication vers des clouds privés, pourquoi pas, ou surtout des formats universels. Moi je vous cite HTML5. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le langage universel par excellence. Si vous êtes capable d'exporter ce que vous avez dans vos logiciels de gestion visuelle des informations, par exemple, vers du HTML5, pour vous, c'est la garantie que toute personne qui a un navigateur web aujourd'hui pourra consulter les choses. Et quand je dis toute personne, c'est même les personnes qui consulteront via un smartphone ou une tablette. Donc ça, c'est vraiment important. Ne sous-estimez pas hein, le besoin de format d'export de vos différentes solutions. Ça, c'est vraiment primordial. Et puis une autre chose, là encore, il faut utiliser aussi des standards de communication. Il y a certaines solutions de gestion visuelle des informations qui s'intègrent maintenant parfaitement dans des outils de communication comme SharePoint ou comme Teams de Microsoft. Je vous citais les deux parce que honnêtement, c'est ceux que je vois le plus ces derniers jours. Mais après, ça pourrait se faire une intégration dans d'autres outils, bien entendu. Hein. Vous pourriez le faire sur du Zoom, vous pourriez le faire sur d'autres outils assez facilement, bien entendu. Ou si vous avez par exemple le format HTML5, comme je disais tout à l'heure, finalement, vous pouvez l'intégrer dans n'importe quelle plateforme. Je vois que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti de quelques minutes. Donc, on va passer rapidement à la partie questions. Mais juste avant de répondre aux questions, je vous ai affiché un lien si vous voulez aller un peu plus en avance sur les techniques de gestion visuelle. Parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'était de vous montrer des exemples, pas de vous montrer les techniques en elles-mêmes. Nous, on a publié un guide sur la planification visuelle de projet. Donc, vous pourrez aller le télécharger si vous le souhaitez. Hein. Bien entendu, ce guide est gratuit. Vous pourrez le récupérer. Et vous avez vu, moi, j'ai fait ma présentation en utilisant donc l'outil de l'entreprise pour laquelle je travaille, hein, qui s'appelle donc Mind Manager. Et si vous voulez essayer une version d'essai de ce logiciel, vous pourrez également télécharger une version d'essai de ce logiciel. Mais maintenant, c'est le temps de répondre donc à vos questions. J'ai beaucoup parlé. Donc là, Aurore, si tu peux m'aider un petit peu, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de questions. Donc, si tu peux m'aider sur les questions sur lesquelles il faut répondre en priorité. Ça marche. Merci en tout cas, Christophe. On va répondre effectivement à quelques questions. Alors, j'ai notamment Estelle qui nous demande si on peut partager différents niveaux d'information à différents interlocuteurs. Alors là encore, ça va dépendre des solutions de gestion visuelle des informations. Dans certaines, il va falloir rajouter des petits modules complémentaires. On va pouvoir, par exemple, si on reprend l'exemple d'une mind map, on va pouvoir définir que à partir d'un certain niveau, on aura un mot de passe à saisir et puis telle personne ne pourra pas donc accéder à l'information. Mais à ma connaissance, de toutes les solutions de gestion visuelle de l'information, c'est pas des fonctionnalités standards et natives. Il faut rajouter un petit module complémentaire. Mais ça reste néanmoins possible. Après, dans les fonctions intégrées nativement, je peux plus facilement parler de ce qu'il y a dans le logiciel que moi j'utilise, qui est Mind Manager. On a une fonctionnalité qui s'appelle le contrôle du contenu, où on va pas pouvoir verrouiller certaines branches, mais par contre, on va pouvoir verrouiller ce que vont faire certaines personnes. Donc, on aura un système de mots de passe. Si on n'a pas le mot de passe, par exemple, on ne pourra pas changer la progression. On ne pourra pas modifier les dates. Mais par contre, si on a le mot de passe, on pourra avoir accès à tout. Ça marche très bien. On a une autre question de Amadou qui voudrait savoir si les maps sont sauvegardables et du coup sous des formats standards. Et également, est-ce qu'un membre de l'équipe peut accéder aux maps sans avoir besoin d'installer l'outil, le logiciel sur son ordinateur? Là encore, ça dépend des logiciels. Donc, je vais vous répondre moi pour celui que j'utilise donc au quotidien. Oui, il y a un format standard dans Mind Manager. Quand vous faites fichier et par exemple exporter, vous avez le fameux format dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle le HTML5. Et ça permet donc de consulter votre map avec le même rendu, hein, les branches qu'on ouvre, qu'on referme, les petites pièces jointes
dans un navigateur web. Après, si on veut pouvoir modifier sans avoir spécialement le logiciel installé sur sa machine, c'est possible, mais il faut avoir des logiciels qui vont soit fonctionner avec un mode web, soit comme nous, par exemple, Mind Manager, on peut s'intégrer dans Teams. Donc, quelqu'un qui aurait Microsoft Teams peut, dans Teams, directement modifier des maps. Ou alors, on a d'autres logiciels, comme nous aussi on le propose, c'est de faire des sessions de coédition qui vont être en mode web, où là, le temps d'une session, on aura donc la personne qui est propriétaire de la map, le temps de sa session, va pouvoir donner accès à d'autres personnes pour aller contribuer sur le document. Alors, je dis souvent la map, mais c'est pas forcément une mind map, hein, vous l'avez bien compris, ça pourrait être un tableau Scrum ou ça pourrait être n'importe quel autre type de document, bien sûr. Ça marche. Et puis, on a eu une question qui est revenue de différentes personnes, qui est sur la prise en main de l'outil, qui peut sembler un peu compliqué pour certaines personnes. Est-ce que ça prend du temps de maîtriser complètement l'outil et tout ce qu'on peut faire avec celui-ci? Ouais. Alors ça, ce que je vais vous dire, c'est bien sûr variable en fonction des solutions, mais toutes sont quand même relativement simples puisque c'est des outils visuels. Mais par exemple, un outil comme Mind Manager, en 10 jours, vous allez être opérationnel dessus. Même sans formation, vous allez déjà être opérationnel. Après, si vous voulez faire des choses vraiment poussées avec de l'automatisation, avec du développement de macro, là, bien entendu, ça prendra plus de temps. Mais de toute façon, tous les outils vous proposent aussi des tutoriaux. Je vais vous montrer par exemple là le mode apprentissage. Vous auriez besoin d'apprendre à faire une gestion de projet. Vous allez avoir. Alors ça, après, ça différera bien sûr sur les autres, hein, mais il y a des choses très très similaires, j'imagine. Où vous allez avoir là un exemple pas à pas. Comment est-ce qu'on va suivre la progression. Et donc là, quand vous allez lancer ce petit tutoriel, eh bien, vous allez avoir quelque chose qui vous explique pas à pas comment créer les choses. Après, vous avez énormément de vidéos également sur le web, hein, concernant la gestion visuelle des informations. Si vous faites une petite recherche sur YouTube, gestion visuelle de l'information, mind map, carte heuristique, vous allez avoir beaucoup de vidéos qui sont disponibles, hein, ne vous inquiétez pas. La prise en main de ce type de solution, c'est simple. Ok, ça marche. On arrive bientôt à l'heure de fin de ce webinaire, donc je vais faire une petite conclusion. Alors, Euh, j'ai des ouais, slides que tu m'avais envoyés, ouais, donc je vais, hop, ça les marche. En afficher. tout cas, un grand merci à Christophe pour ce webinaire qui était très très intéressant et instructif. On a eu un petit peu plus de 300 personnes connectées. Donc merci à vous. Sur le site du PMI, vous retrouverez nos prochains webinaires qui s'affichent également sur l'écran. Donc quelques webinaires à voir encore d'ici la fin de l'année. Et puis on vous envoie toutes les informations code PDU, notamment par mail suite à ce webinaire. Vous aurez également à la fermeture de l'outil une enquête de satisfaction. Donc merci d'y répondre, ça nous permet de vous proposer des sujets qui sont plus en lien avec vos attentes, de connaître votre niveau de satisfaction par rapport à ce qu'on vous propose. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre niveau de satisfaction. Toutes les questions qui ont été posées, on tâchera d'y répondre. Christophe tâchera d'y répondre. Ouais, N'hésitez je, pas je vois aussi. qu'il y a des questions qui arrivent encore, donc j'y Ouais. répondrai, n'hésitez pas. Et je pense que normalement vous avez mon email qui a dû s'afficher, enfin l'email du webinaire qui a dû s'afficher. N'hésitez pas à l'utiliser. Je consulterai aussi dans les prochains jours. Si vous vient des questions dans les prochains jours, n'hésitez pas à l'utiliser. Je répondrai aussi à ces questions-là. Parfait. Eh ben, merci à tous. On espère que ça vous a plu. Et puis, quoi dire en cette période? Prenez soin de vous. Et puis, Voilà. à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt à vous aussi.